La comptabilité carbone. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, non? On s'imagine tout de suite des tableurs hyper complexes, des contraintes réglementaires. Mais et si on changeait un peu de perspective? Et si, au lieu de voir ça comme une obligation, on le voyait comme un véritable levier stratégique? Allez, on explore ensemble comment transformer cette mesure en une mission qui a du sens pour l'entreprise. C'est vraiment la question centrale en fait. Est-ce que l'empreinte carbone, c'est juste un chiffre qu'on doit déclarer une fois par an, ou est-ce que c'est une clé pour innover, pour optimiser ses coûts et pour construire une entreprise plus solide pour l'avenir? On va voir comment en faire une vraie opportunité. Bon, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par les bases, histoire que tout le monde soit au même niveau. Ensuite, on plonge dans le cœur du sujet, les fameux scopes. Puis on verra comment on calcule tout ça concrètement avant de dérouler le processus de A à Z. Et on finira par le plus important, comment on passe des chiffres à l'action. Alors, première étape, parlons le même langage. Avant de se lancer dans la mesure, il faut être sûr qu'on parle bien de la même chose. Il y a plusieurs cadres, plusieurs méthodes reconnues, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles partagent toutes une logique commune. Qu'on parle du GHG protocole au niveau international ou de la méthode bilan carbone très utilisée en France, le principe de base est le même. En fait, ils organisent toutes les émissions d'une entreprise en 3 grandes catégories. On les appelle les scopes. C'est vraiment la pierre angulaire de toute l'analyse. Bon, alors c'est parti, plongeons dans ces fameux scopes. Si on les comprend bien, on a la clé pour cartographier l'impact d'une entreprise et surtout pour identifier où agir. C'est une façon de décomposer une réalité qui peut paraître compliquée en éléments beaucoup plus simples à gérer. Le scope 1, c'est le plus facile à se représenter. Il s'agit tout simplement des émissions qui sortent directement des cheminées, des pots d'échappement, bref, des actifs de l'entreprise. Pensez au carburant des voitures de société ou au gaz utilisé pour chauffer les bureaux. C'est tout ce que l'entreprise contrôle directement. On passe au scope 2. Là, on parle des émissions indirectes, mais qui sont liées à l'énergie que l'entreprise achète. L'entreprise n'a pas une centrale électrique dans son sous-sol, bien sûr, mais quand elle consomme de l'électricité, ça génère des émissions quelque part sur le réseau. Le scope 2 sert à compter cet impact qui est, en quelque sorte, déporté. Et maintenant, attention, voici le géant, le scope 3. C'est le plus large et souvent le plus complexe parce qu'il englobe tout le reste. Les émissions liées aux matières premières achetées, au transport des marchandises, au déplacement des salariés et même à ce que deviennent les produits une fois vendus aux clients. C'est l'empreinte carbone de toute la chaîne de valeur. Et ce visuel-là, il change tout. Pour la plupart des entreprises, les émissions des scopes 1 et 2, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Le vrai poids, le plus gros de l'impact et donc le plus grand levier d'action, il se trouve sous la surface, dans le scope 3. En moyenne, on perd de 75% des émissions totales. C'est énorme. Ok, maintenant qu'on a bien compris cette répartition, la question logique c'est comment on calcule tout ça. En gros, il y a 2 grandes approches. On peut les voir comme 2 outils différents, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Mais juste avant de comparer ces 2 approches, il faut qu'on parle d'un concept essentiel, le facteur d'émission. C'est un peu le traducteur universel de la compta carbone. C'est un simple coefficient qui va convertir une donnée d'activité, que ce soit des kilomètres parcourus, des euros dépensés, en émissions de CO2. La formule est toute bête, mais le résultat, lui, dépend à 100% de la qualité de la donnée qu'on met au départ. Alors, voilà le match. D'un côté, l'approche physique, c'est la méthode de référence. On compte des kilowattheures, des kilomètres, des kilogrammes. C'est très précis et surtout, c'est ce qui permet de mesurer l'impact réel d'une action de réduction. De l'autre côté, on a l'approche monétaire, qui convertit des euros en CO2. C'est bien plus rapide, très pratique pour avoir une première photo, mais c'est beaucoup moins fiable. Et le point crucial, le voilà. L'incertitude moyenne des calculs qui se basent sur des ratios monétaires, elle est estimée à 80%. C'est énorme. Pourquoi? Parce que le prix d'un produit ne reflète que très mal son impact carbone réel. Acheter un produit moins cher ne veut absolument pas dire qu'il est moins émissif. Parfois, c'est même le contraire. C'est pour ça que cette approche est à éviter si on veut piloter finement sa stratégie. Regardons un exemple tout simple avec l'électricité. Le top du top de la précision, c'est la consommation en kilowattheures, qu'on trouve directement sur les factures. C'est une donnée physique, indiscutable. Tout en bas de l'échelle, on a le montant en euros dépensés. Et entre les deux, on peut faire des estimations, par exemple avec la surface des locaux. On voit bien ici que la qualité de la donnée d'entrée, c'est ça qui fait toute la différence sur la fiabilité du résultat final. Parfait. Maintenant qu'on a les concepts en tête et qu'on sait comment on calcule, passons à la pratique. Concrètement, ça se passe comment, un bilan carbone? Voici les grandes étapes. Le processus est en fait très structuré. Tout commence par une décision de la direction pour bien définir le terrain de jeu. Ensuite, c'est le travail de terrain, la collecte des données. C'est souvent la phase la plus longue et la plus exigeante. Une fois qu'on a les données, on peut calculer et surtout analyser pour identifier les fameux points chauds, c'est-à-dire là où l'impact est le plus fort. Mais le plus important, ça vient après, transformer ces chiffres en un plan d'action concret. Et c'est là que tout se joue, vraiment. Un bilan carbone qui finit dans un tiroir, ça ne sert à rien.
Le but du jeu, ce n'est pas de produire un rapport, c'est de déclencher une vraie dynamique de réduction. La mesure, ce n'est que le point de départ du voyage. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Le bilan carbone, c'est le diagnostic indispensable avant de pouvoir prescrire un traitement. Sans une mesure fiable des postes qui émettent le plus, c'est impossible de construire une stratégie de décarbonation qui soit à la fois efficace et pertinente. Et pour passer de ce diagnostic à un vrai plan d'action, il existe des outils pour nous guider. La méthode ACT pas à pas, par exemple, a été spécialement conçue pour ça. C'est une sorte de feuille de route qui aide à transformer les chiffres bruts du bilan en une véritable stratégie climat pour l'entreprise. Et d'ailleurs, un bon plan d'action, ça ressemble à quoi? Attention, ce n'est pas une simple liste de bonnes intentions, c'est un document opérationnel. On doit y trouver des actions précises, un calendrier réaliste, des indicateurs chiffrés pour suivre les progrès, des pilotes pour chaque action et bien sûr une estimation des moyens humains et financiers nécessaires. Voilà, on a fait le tour de la théorie à la pratique. La mesure nous donne le quoi, l'analyse le pourquoi et le plan d'action nous donne le comment. Au final, la question n'est plus de savoir s'il faut mesurer, mais bien de décider par où commencer. Une fois l'analyse faite, la question qui se pose à chaque entreprise est donc assez simple. Quelle sera la toute première action à mettre en place?